C'est reparti pour un autre épisode. On est le 24 octobre. Bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode 1561 et je vous parle de Mark Carney. Oui. L'itinérance, c'est un problème mondial. Qu'est-ce qu'on fait ça pour régler ça localement? Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par nous faire ralentir? Je vous parle de ça, bien entendu. Legault, son ultimatum, c'est aujourd'hui. Est-ce que Pablo Rodriguez a atteint le principe de Peter? Si vous ne connaissez pas le principe de Peter, on va en parler un petit peu. Je me fais appeler. Il y a des gens qui regrettent. Je vais vous dire pourquoi. Le New York Times innove. Est-ce que le Journal de Montréal, le Devoir, la presse pourrait innover un petit peu? Je doute. On va parler de Quantum ETF. On va parler de l'économie circulaire dans l'intelligence artificielle. DraftKings qui se fait voler des parts de marché par Polymarket. Et deux raisons pourquoi on n'économise pas rendu à la retraite. C'est parti, les amis. S'il y a bien quelqu'un que je vous parle passer aussi, c'est Demi Moore. Vous en parlez tantôt. Elle a fait une sortie, Demi Moore, et je suis comme d'accord avec elle. Grosse semaine cette semaine. Grosse semaine et j'ai eu un warning cette semaine, un avertissement que de pousser la machine au bout tout le temps, a quand même ses limites. Je me suis endormi. Ça n'a pas eu de conséquences, mais il aurait pu en avoir. Je m'endors partout. Donc, j'ai décidé, ça fait 2 jours que là, je dis, OK, parfait, je dors. Je décroche à un moment donné, j'accepte que je ne peux pas tout faire, être partout. Il y a des moments que je ne peux pas tout faire. Il y a des moments que je peux dire, regarde, j'ai le droit de rien faire pendant 1 heure. Je ne me donnais pas ce droit-là. Et là, je suis reposé, ça fait du bien. Ça ne prend pas grand temps, là, ça ne prend pas 1 mois. C'est juste de dire, OK, parfait, je prends du temps. Un peu de temps, pas pour moi, parce que je prends toujours du temps pour moi, mais d'accepter qu'on ne peut pas tout le temps être ultra performant, tout simplement. Donc, c'est bon à se le rappeler. Et en même temps, ça m'amène à parler d'intelligence artificielle. Bon, il y a Sora qui est sorti, mais il y a tous les outils qui nous rendent plus performants. Et la question, puis il y a des chercheurs, en tout cas, les chercheurs qui travaillent dans l'intelligence artificielle en ce moment, sont pris dans une course qui de Sora, de Gemini, de Meta, qui va gagner la course de nous avoir sur leur plateforme. Puis on voit que ChatGPT a sorti un nouveau browser, je ne l'ai pas essayé. J'avais essayé celui de Perplexity, qui est Comet. Il prenait trop d'espace mémoire, donc je l'ai enlevé. Mais on peut voir qu'il y a une course pour nous garder dans l'environnement. ChatGPT est en train de le faire royalement. Mais tout ça, apprendre ces outils-là, jouer avec, parler avec quelques amis. Et eux aussi ont un problème de dépendance à l'intelligence artificielle où on veut toujours maîtriser plus, en faire plus, puis dire ça me permet d'en faire plus, donc je vais en faire plus, je vais être plus vite que mes concurrents. Et on se ramasse à travailler encore plus qu'avant. Est-ce que ça donne des résultats? Ben oui, sinon on ne le fait pas. Moi, je le vois, les résultats. Les résultats, c'est comment? C'est le nombre de visites sur mon site, c'est le nombre de visites converties, c'est le nombre de nouveaux clients que j'ai. C'est le nombre d'anciens clients que je suis capable de dire « Hey, revenez voir la façon qu'on vous approche. » Mais il reste que toujours la meilleure façon d'aller vous jaser reste l'authenticité. Les vidéos Sora que je mets peut-être en story une fois de temps en temps ou un peu sur la page Facebook, entre autres, c'est un surplus, c'est une aide, c'est pas un remplacement. Vous irez voir, peut-être là, au moment où vous écoutez, là, j'en ai fait une dans le style Charlie Chaplin que j'ai mis en story sur Facebook et Instagram. Sinon, elle est sur mon compte Sora pour ceux qui ont accès. Ça nous permet on peut parler du sirop d'érable. On peut parler de ci, on peut parler de d'autres choses qui nous donnent un surplus supplémentaire. Mais il reste qu'on travaille plus. On veut être plus performant. Et ça, faut que je me parle constamment. Je fais partie de ceux qui sont ultra performants et que je dois me sentir que je dois performer. Et il faut faire attention à notre santé aussi. Ma santé va bien. Il ne faut pas que j'attende qu'elle soit maganée pour en prendre soin, comme vous devriez faire la même chose aussi. Donc, on a recommencé à prendre nos marches qu'on faisait moins un peu dernièrement.
Carney veut notre santé financière, et Mark Carney, et lui, il veut doubler les exportations en disant vers d'autres pays. Hey, il faut être pour ça. Il faut être pour ça. L'affaire, c'est que, c'est un peu comme l'intelligence artificielle que je viens de vous parler, il ne faut pas que ça remplace les États-Unis, parce qu'on va être dans la marde. OK? Il faut que ça s'ajoute. Si on veut avoir de la prospérité, il ne faut pas qu'on remplace, il faut qu'on ajoute. Donc, c'est clair? Donc, comment on fait pour négocier avec les États-Unis et en même temps mettre une force de frappe majeure pour l'exportation? 70% des entreprises, des employés au Québec, le sont dans des PME. 70% des employés le sont dans des PME. Qu'est-ce qu'il fait pour les PME? Parce que ce n'est pas juste Alcan, ce n'est pas juste les bois d'œuvre. Il y a un paquet de petites entreprises qui sont affectées. Je le suis un peu. Mais j'ai levé le pied pour les États-Unis. Ça ne me donne rien, il y a des taxes. Ça coûte trop cher d'envoyer mes produits là-bas. Donc, il me reste le reste du Canada. Qu'est-ce qu'il fait pour nous aider? Je ne veux pas de subventions. Je ne veux rien savoir de subventions. Je ne veux pas des subventions. J'ai un fonctionnaire qui me prenne par la main, qui m'amène. Pourquoi? Ça n'existe pas, ça. De nous aider à l'exportation. De mettre des ressources pour ça. Je ne veux pas qu'il m'aide au marché local. C'est à moi de m'occuper de mon marché local. Je ne le connais pas, le marché de la France. Je ne veux pas parler avec un consultant qui va me coûter cher. Moi, puis d'autres. Je parle de moi, parce que c'est mon show. Mais c'est la même chose pour d'autres personnes. Il faut qu'ils aident les petites entreprises. Il faut qu'ils mettent des ressources disponibles. Pas en rajouter des ressources. En mettre disponibles pour l'exportation. Quand on exporte, on crée de la richesse. Quand on vend à nos Québécois ou à nos Canadiens qui auraient acheté un produit américain autrement, on crée de la richesse. On fait un remplacement. Quand vous achetez une bougie chez nous ou chez quelqu'un d'autre, mais chez nous, hein, idéalement, ben vous n'achetez pas peut-être une bougie qui vient d'ailleurs comme une Joe Malone. C'est ça, c'est de remplacer tout ce qu'on... À ce moment-là, on doit vous offrir des prix. C'est ce qu'on vous offre, des bons prix. Pour vous faire pas plier, là, j'ai mal utilisé le terme, mais pour vous dire, choisissez Québécois. Mais les Québécois, les entreprises, des fois, chargent trop cher. Mais il a raison, Mark Carney, il veut le faire. C'est ça que Trump fait, c'est ça que tout le monde fait. C'est ça que tous les gouvernements, dès qu'un gouvernement est mis au pouvoir, c'est de renforcer l'économie canadienne. Bon, il va vers la facilité, puis j'en ai parlé hier, la Chine, il va vers la facilité avec notre pétrole, c'est dangereux. On joue un jeu dangereux. On va se faire brûler encore. Il faut déjà trouver des nouveaux débouchés pour le pétrole. On va voir. Mais en attendant, peut-être qu'il ne sera pas là. Je suis à peu près certain, j'ai le droit de me tromper, mais c'est un feeling que j'ai en lisant les nouvelles, en comprenant, parlant avec des gens, que le budget fédéral, avec raison, ne passera pas. Donc, ça veut dire qu'on va aller en élection avant décembre. Et je pense que le gouvernement de Carney veut ça. Parce que Pierre Poilievre, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais j'aimais bien Pierre Poilievre, mais je trouve tout le temps qu'il va trop loin. Et sur Trudeau, son obsession sur Trudeau, il a dit qu'il s'est repris. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Bullshit. C'est ça que tu dis. Admets-le. C'est ça que tu veux. Tu veux créer de la sensation. Tu as peut-être été trop loin. Tu n'es pas digne d'un premier ministre. On ne veut pas l'approche Trump. On n'y va pas voir Trump. On n'y va pas aux États-Unis. On n'achète plus les produits américains. Pourquoi tu vas prendre cette attitude-là? On ne va pas se faire rejeter à travers le monde pour la même raison. Il n'est pas capable d'aller chercher des bons députés. Je le répète. Dans un gouvernement Poilievre, qui est le ministre des Finances? Agriculture? Économie? Qui sont les têtes d'affiche? Gérard Detlel? Rien contre lui, mais... Pierre Paulos? Rien contre lui. Il va sûrement jouer un rôle. Il n'a pas appris de ses erreurs, Pierre Poilievre. Pas du tout. Pas du tout. Donc, est-ce qu'on s'en va en élection? Ça semble être ça. Les NPD ont tout avantage à prendre le risque. Ils sont 7. Qu'ils soient 3 ou 7. Là. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est d'être un parti reconnu. Je pense que c'est 12 qui ont besoin. Ils doivent prendre ce risque-là. Le Bloc ne veut rien savoir d'appuyer, puis les conservateurs ne vont jamais appuyer les libéraux. Donc, comment qu'on peut s'en sortir?
Puis les libéraux vont dire les autres sont désorganisés, on va être élus cette fois-ci, majoritaire. Donc, c'est un pari pour tout le monde qui fait du sens pour tout le monde. À part pour nous autres, on va s'y aller, pas sûr. Dans la mairie de Montréal, puis dans toutes les élections municipales, on parle beaucoup d'itinérance. C'est normal, c'est le dernier, c'est comme un gardien de but. C'est eux autres qui doivent régler le problème final. Mais sauf que l'itinérance, c'est un problème mondial. Et à quel moment qu'on va avoir comme une COP, hein? Pour régler le climat, on se rend compte à tous les ans ou à tous les 6 mois, il y a des COP sur n'importe quoi pour régler le climat. Puis avec raison, il ne se passe pas grand-chose, mais je pense qu'il va falloir avoir un sommet mondial à chaque année sur l'itinérance qui est galopante dans la plupart des villes. C'est un vrai problème, ça aussi. Le climat en est un, c'est bien évident. Mais l'itinérance en est un tout aussi important, tout aussi important. Quelle liaison niaiseuse. Ça n'arrivera pas, mais des fois, je réfléchis en lisant les journaux, puis je me dis, mais pourquoi qu'on ne fait pas ça? Parce que tu regardes toutes les villes. Tu sais, quand même, Montréal réglerait son problème, zéro itinérance. Bien, les itinérants de Québec vont dire, il n'y a pas d'itinérance, on va aller vivre à Montréal. Donc, c'est facile, ça va déborder encore. On va se ramasser avec une ville d'itinérants. C'est pas ça. Il faut trouver une solution mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du logement, on le sait, il y a un paquet d'autres affaires. Mais quand même. On va moins en voyage, bien c'est fait, on continue au Québec. J'ai tellement fait des belles liaisons que j'ai même pas des boloutes. Eh bien, l'ultimatum de François Legault se termine aujourd'hui. Au moment où j'enregistre, je ne sais pas si les médecins ont dit oui ou non. D'après moi, ils ne vont pas dire non. Ils ne vont pas dire oui. Donc, Lucien Bouchard, pour moi, a perdu beaucoup de plumes dans ces négociations-là. Hein? Déclaration de guerre. On s'entend, là, on a parlé de long en large. Les médecins se sont déjà choyés. Des gens qui font bien leur travail, mais en même temps, leur demander 15 de leur rémunération selon certains barèmes n'était pas la fin du monde, dans un contexte où le système actuel ne fonctionnait pas. Ils ont manqué leur coup de dire, regardez, nous, on veut le régler le problème. Ils ne veulent pas le régler. Et j'ai aimé ce que François Legault a fait. Un appel à la nation. On n'en voit pas assez souvent. Et qu'on aime ou pas François Legault, je fais partie de ceux qui pensent qu'il devrait partir. Mais on ne peut pas juste dire que c'est des mauvais coups qu'il fait, parce qu'il est capable d'en faire des bons. Et pour moi, ça, c'est un bon coup. Ça ne le ramènera pas hein, dans les intentions de vote. Il est trop tard, là. T'sais. Mais au moins, regarde, il gère. On aurait voulu le voir comme ça depuis le début. On ne sait pas ce qui s'est passé avec lui qui s'éteigne, puis qu'il se passe ce qui se passe en ce moment. Il s'est éteint. Peut-être qu'il s'est trop fier à Fitzgibbon. Ils ont dépensé comme sans compter. Peut-être. Il s'est fié à Geneviève Guilbeault qui n'a pas livré la marchandise. Il s'est fié à un paquet de monde, le ministre de l'Agriculture n'a rien livré. Il s'est fié à des gens qui n'ont rien livré. La SAC avec Éric Kerr, il aurait dû le mettre dehors, c'est sa faute. Mais ce coup-là, d'un appel à la nation, ben, c'est un bon coup. Parce qu'il utilise les Québécois pour pas craquer, pour dire aux médecins, regardez, là, vous allez faire votre travail, puis vous allez accepter. La plupart des gens que vous m'écoutez, vous avez un bonus. Souvent, relié à la performance. Vous allez avoir une augmentation de salaire reliée à la performance de l'entreprise. C'est pas trop demandé aux médecins, seulement 15 de leur rémunération. J'aime beaucoup Pablo Rodriguez comme personne. Comme chef, j'ai comme l'impression qu'il a atteint son principe de Peter. C'est quoi le principe de Peter? C'est que tout le monde atteint son niveau d'incompétence. À un moment donné, plus tu montes les échelons, donc techniquement, puisque des entreprises où c'est basé sur l'ancienneté, à un moment donné, basé là-dessus, tout le monde devient incompétent dans l'entreprise. C'est un peu ça ce qui se passe souvent aussi. Mais Pablo est comme éteint. Il est comme beige, il est comme pas là. Hein? On ne le voit pas comme un leader. Il ne passera jamais. On l'a vu comme il était bon deuxième. C'est un gars très aimable, mais là, il doit gérer un groupe. Hein? Il doit se comporter en premier ministre. Il l'a raté avec la Constitution. Puis on le voit qu'il n'a pas l'air éteint. Ses phrases sont creuses. C'est des slogans. Un peu comme Pierre Poilievre, c'est rempli de slogans, mais rien de « Hey, regarde, c'est rassembleur ». Il y a un an pour se remettre sur rail, mais on n'en parle même pas. Un moment donné, il était plus populaire que Paul Saint-Pierre Plamondon. Il n'est pas là. La faute à Trump, on va l'entendre tellement souvent prochainement, la faute à Donald Trump. Pour toutes les entreprises qui vont en arracher, ça va être la faute à Trump. Packard qui vend des autos aux États-Unis, des camions aux États-Unis.
c'est sa troisième vague de mise à pied, avant même que les tarifs de 25 arrivent à Trump. Est-ce que c'est la faute à Trump? Ah, il va déménager là. La dernière, peut-être. Mais les deux autres fois, est-ce que c'était un avertissement de dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » C'est facile à la fin de dire c'est la faute de Trump. Il n'était pas là avant. Là. Il y a un ralentissement minime dans l'industrie du transport. Il y a surtout une croissance nulle. Donc, s'il y a une croissance nulle, on n'achète pas de nouveaux camions. Ça prend une croissance pour vendre. Ça prend un remplacement. Il reste qu'il y a une insécurité économique, donc les gens vont étirer leurs camions peut-être un 6 mois de plus. C'est pas juste la faute à Trump. Puis, Paccard qui dit, ben, le gouvernement québécois achète nos camions maintenant. Mais non. Le gouvernement ne peut pas sauver des entreprises en achetant des camions. Là, à un moment donné, il faut que Paccard s'arrange tout seul. Là, ça serait bien trop facile. Si ça marche pour Paccard, ça marche pour tout le monde. Un ralentissement, je suis obligé de fermer. Ben, pourquoi le gouvernement n'achèterait pas le bois d'œuvre de tout le monde? À un moment donné, il y a des choses, des limites qu'on peut demander au gouvernement. Il reste, il ne faut jamais l'oublier dans toute cette équation-là. Il y a peut-être Trump. Il y a peut-être des exportations. Mais des entrepreneurs, des têtes dirigeantes, qui ont choisi ce modèle d'affaires-là, d'exporter. Il n'y a personne qui a forcé personne à exporter aux États-Unis, incluant les scieries. C'était votre modèle d'affaires qui était profitable pour vous. Et là, c'est le risque d'être en affaires en dealant avec l'étranger. Il y a le risque de dollar, bien entendu, puis le risque politique. Là, le dollar, il est resté pareil, il y a le risque politique. Pourquoi ça serait le rôle du gouvernement de venir aider tout le monde? C'est pas le rôle du gouvernement. Il y a un risque personnel. On a tous un risque comme entrepreneur, comprend. Regardez, je veux acheter des plus grosses presses pour l'huile de tournesol, pour augmenter mes ventes. Je suis capable de fournir en ce moment, mais si je décroche un gros contrat, donc je suis déjà là-dessus, en train de regarder. Je n'achète pas tout de suite, je vais attendre combien je vais récolter. D'un coup, je récolte à peu près rien. Ben, je vais être obligé de ralentir mes ventes. Il faut que j'attende d'avoir les récoltes. Si je suis correct cette année, moi, je vais être correct pour le reste du temps. Je veux voir, est-ce que je remplis mon silo? Non. Combien j'en remplis? Combien d'huile ça va me donner? Il faut que je sois prudent. C'est moi qui prends le risque. Là. J'attends. Et si je commence à exporter de l'huile en quantité industrielle aux États-Unis, je vais le savoir que c'est un bonus. Ne l'oublions jamais, jamais, jamais. C'est un bonus exporté. En premier lieu, je veux servir les Québécois avec mes produits. Le risque politique est nul. Le risque de dollar est nul. Il me reste juste mon risque d'affaires. Ah, j'aurais donc dû. Si vous saviez le nombre de gens qui m'appellent, qui m'en parlent, des élections municipales à Montréal. Puis il me dit, François, regarde qui est là. Tu aurais passé comme maire. Tu aurais pu être maire de Montréal et régler la ville de Montréal. Parce que je m'en cache pas. Je vais mettre la hache partout. Tous les programmes, puis j'attendrai pas une table de concertation. Non. Tu vas venir me justifier pourquoi je devrais te garder. La ville de Montréal a besoin d'être nettoyée. Et je m'en cache pas que si un jour je décide de sauter dans l'arène, c'est exactement ce que je vais dire du début à la fin. Je veux entendre les syndicats chialer après moi tous les jours. Tous les jours. Tu vas aller en grève, moi être plus vite que toi, moi t'envoyer à lockout. Aucun problème avec ça. Il faut faire du ménage. C'est aucun des gauchistes, un, deux ou trois qui va le faire. Et les gens, ben, ils me poussent, regarde, commence à y réfléchir, commence à penser à ta transition dans l'entreprise pour 2029. On a besoin de quelqu'un comme toi qui va venir faire le ménage. C'est un velours. Tu sais, quand les politiciens disent on m'appelle, ben c'est vrai, on m'appelle, on m'en parle. Beaucoup. Ça me travaille, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Puis je vais voir comment va la croissance de l'entreprise et la relève de l'entreprise en premier lieu. En parlant de niaiseries qui se passent justement à Ville-de-Montréal, ben à Outremont, la pizzeria 900 dans le théâtre Outremont. Le théâtre Outremont va être fermé, va être rénové parce que c'est un vieux théâtre. Il y a une petite pizza dedans, une pizzeria 900, tout petit. Et là, la ville, ben, elle va les déménager pendant ce temps-là. Ils vont aller dans un autre local. Puis là, ça fait pas tellement une pizzeria avec un théâtre ancestral. Donc, ça se peut qu'ils ne ramènent pas là. Mais eux autres, ils viennent d'investir 500 000 pour pouvoir être là.
pour rénover les cuisines, pour respecter les standards d'un vieil immeuble. Là, la ville dit, ouais, finalement, ça se peut que tu ne reviennes pas. Ben, ils sortent d'un journal avec raison. Vous voyez ce genre de décision-là niaiseuse. Là. Ah, si j'étais maire de Montréal, je militerais aussi pour une ville. Je suis abonné au New York Times. Je lis beaucoup le New York Times dans tous les journaux que je lis. Et ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité. Et j'en parle dans la section Québec parce que nos journaux pleurent tout le temps. On n'a pas d'abonnés, on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais ils n'innovent pas. C'est quand la dernière fois que la presse a innové? Ça fait longtemps, là. Le Journal de Montréal, qu'est-ce qu'il a fait comme innovation? Le Devoir. Mais ça chiale que ça n'a pas d'abonnés. Ça demande de l'argent, ça demande des pubs au gouvernement. New York Times a fait comme TikTok. Je l'ai essayé tantôt. Tu peux naviguer, mais tu peux aussi écouter les nouvelles. Et c'est ça que les journaux ne font pas. La presse, Yves Boisvert pourrait lire la nouvelle un peu. Les journalistes dans le New York Times lisent les nouvelles. Maintenant, il y a une section Watch. Si on veut être sur l'application, puis vous voulez nous vendre de la pub, donnez-nous quelque chose. On va sur votre site web, puis vous nous sacrez 8 pubs avant qu'on puisse écouter quelque chose. On y va pas. On va sur TikTok, on va sur YouTube pour essayer de voir si la nouvelle est là. Il va falloir innover à un moment donné. New York Times innove tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si on regarde l'action du New York Times, ben, ils sont à la bourse. Plus New York Times. Je l'amène. De toute façon, on s'en va en finance après. New York Times Company. Je ne sais pas, là, je n'ai pas regardé. Ben, regardez. Regardez depuis 5 ans. Bon, elle fait du surplace. Mais si on regarde, mettons, depuis 2022, l'action est partie de 28 à 57. Ils ont innové constamment depuis ce temps-là. Une entreprise profitable, c'est un journal, là. Oui, ils sont gros, oui, mais ça, c'est des défaites. Les petits aussi peuvent survivre avec leurs moyens. En finance, ben Tesla, on s'en va tout de suite voir les graphiques. Tiens. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Je ne vous le demande pas trop. J'oublie des fois. J'oublie jamais. Tesla. J'ai-tu sorti ici? Ah, Tesla. Tesla qui a rapporté ses chiffres, ben, on s'en attendait là, que c'était pas pour être glorieux, Tesla. Mais moins 37 de bénéfices. L'action qui a tombé, mais les gens vous aimez tellement, vous voulez tellement qu'il soit le premier qui vaut 500 millions. Donc, l'action remonte, imaginez-vous. Après, ça a descendu. Ça valait 438. C'est remonté. C'est descendu après, en venant des heures, 417. Et là, vous le remontez. Pourquoi? Parce que vous aimez Tesla. Il y a des tarifs. Vous croyez que Tesla... Parce que Tesla, c'est plus que l'auto. C'est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses derrière. Derrière tout ça, moi, je ne comprends pas votre engouement pour cette compagnie-là. Depuis toujours. Mais Elon Musk, c'est ça, c'est un vendeur. Vous embarquez dans son rêve constamment. Constamment. C'est du yo-yo, il faut l'accepter, mais regardez, ça remonte de beaucoup. Vous savez que j'ai du Coca-Cola qui a monté beaucoup cette semaine, mais je suis tellement... c'est un titre maintenant de protection. Quand ça va mal, le titre va monter. C'est dommage, ben ça m'aide à avoir une contrebalance. Donc, si l'économie va super bien, la techno va bien, les gens, vous allez délaisser Coca-Cola. Quand ça va mal, vous allez sauter sur Coca-Cola, mais ils ont rapporté des bons chiffres. Donc, il n'y a pas de raison que ça monte. Ça a monté jusqu'à 71 et 62, et là, ça redescend. On repère un autre 2 piastres. Je suis content, là. Je suis content, je n'ai pas payé cher Coca-Cola. Mais il reste que je suis toujours un peu déçu parce que, bon, tu veux que tout monte, quand monte. Là, parce que l'économie, la bourse, au moment où je regarde, encore là, hein, une augmentation de presque 1% du Nasdaq. Vous continuez à pomper l'intelligence artificielle encore. Je ne me plains pas parce que j'ai IGM, comme vous le savez, là, si vous me suivez régulièrement. Le Bitcoin qui revient, donc iBit qui revient. Meta qui va très bien. Je ne sais pas quand ils vont rapporter leurs chiffres. C'est supposé cette semaine ou la semaine prochaine. Donc ça va être un gros test, mais les gens espèrent beaucoup, beaucoup
de Meta. Google, as-tu rapporté ces chiffres? Non plus. Donc, c'est à peu près en même temps, les deux. Donc, la techno va bien, le Dow Jones va bien, donc hier, c'était moins bien. Hey, oh my God. OK, je vais vous montrer. J'en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs bulles qui roulent de front en ce moment. Bien entendu, la bulle, l'intelligence artificielle, on peut l'appeler comme ça. Mais il y a une autre bulle sur le quantum. Il y a deux choses qui n'existent pas en ce moment. Des ordinateurs quantum, il y en a peut-être des tests, mais on ne peut pas acheter ça encore. Ça s'en vient à un moment donné. Depuis que toujours j'entends parler des quantum computers. On a le nucléaire que je veux présenter souvent. Mais regardez maintenant la bulle quantum. Ça, c'est year to date. On va aller voir year to date. Ça valait 82, ça en vaut 110. C'est quand même une grande progression sur un an, là. T'sais? Et si on regarde sur 5 ans, c'est un ETF, hein? QTUM. Donc, ça valait 36, ça a le triplé. Toutes des compagnies, il y a Rigetti, il y en a un paquet là-dedans, ils ne font pas d'argent. Encore. C'est des deals, mais ils ne font pas d'argent. C'est une autre bulle, hein? Ça en fait beaucoup de bulles à gérer de front, ça, là. Je vous amène ici à voir, justement en parlant de bulles, le Circular AI Deal Sparks Worry of a Bubble. Bon, je vais vous donner ceux qui ne la voient pas, puis même si vous la voyez, moi, essayer de vous la défendre. Donc, il y a OpenAI qui a un deal avec Oracle. Oracle a un deal avec AMD. Oracle a un deal avec NVIDIA. CoreWave a un deal avec NVIDIA. OpenAI a un deal avec Microsoft. AMD a un deal avec OpenAI. NVIDIA a un deal avec OpenAI. Microsoft a un deal avec OpenAI. Voulez-vous que je continue comme ça? Donc, tout ça, c'est circulaire. Quand tout va bien, là, c'est un peu comme un Ponzi, là. C'est pas ça, là. Mais quand tout va bien, ça continue. Mais ça, là, ça prend juste un hiccup à un moment donné. Une des compagnies qui tombe, des compagnies qui vendent moins bien. NVIDIA va vendre moins. Ça veut-tu dire qu'OpenAI a moins de croissance? Les gens vont décrocher à un moment donné. C'est pas à l'infini, ça, là. Donc, vous voyez pourquoi c'est dangereux. Puis c'est normal que ce soit ça, là. Les gens s'achètent des technologies, entre autres, pour faire rouler tout l'écosystème, là. Mais vous voyez, tout ça, bon, l'écosystème est en demande. Si on regarde l'application Sora, qui vient de sortir, Gemini pour les photos, Gemini pour les vidéos VEO3, il y en a une autre version qui va sortir la semaine prochaine. La demande d'intelligence artificielle, elle est là. Les textes, hein, les recherches qu'on fait avec Grok, avec ChatGPT, il y a beaucoup de niaisages, mais il y a beaucoup de choses productives. Il faut que ça continue. Et c'est ça, un Ponzi scheme aussi. Je ne dis pas que c'est ça, là, mais une bulle et un Ponzi, il n'y a pas une grande différence entre vous et moi, là. Tant qu'il y a de l'eau au moulin, ça fonctionne. Dès que ça arrête, ça se limite un peu, c'est un château de cartes. Regardez, j'avais quelques placements au Liban, des placements légaux, déclarés, puis tout ça, là. T'sais. Et à un moment donné, j'ai décidé de retirer, puis il reste encore 5 000 là-bas que je ne peux pas avoir. Pourquoi? Parce que justement, le système bancaire libanais qui était très, très fort, ils ont découvert que c'était un Ponzi scheme. On avait du 7 de taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que les expats ramenaient de l'argent constamment. La guerre éclate, les gens ont amené moins d'argent, le système bancaire a éclaté. Est-ce que je vais être capable de récupérer mon 5 000 un jour? Probablement pas. Pas pour le retirer. C'est un peu ça. Et DraftKings, je ne sais pas si vous l'avez déjà investi là-dedans. J'étais là quand il était à bourse, on faisait du day trading ensemble. Va moins bien qu'avant. Pourquoi? Parce que il est arrivé à bourse avec un SPAC. Là. Donc, il est arrivé à bourse en 2020 à 11 piastres, 10 piastres à peu près. Comme toutes les SPAC, ça monte comme le reste du reste à 73 piastres. Ça descend comme le reste tout de suite après. Ça redescend à 11 piastres. Ça remonte. Et là, ça descend. Pourquoi? Parce que Polymarket prend des parts de marché. Polymarket qui vient de signer avec Ekashi qui vient de signer avec la Ligue nationale. Donc, autrement dit, vous allez pouvoir faire des deals, des bets. Tu sais, on a Espace Jeu ici. Comment ça s'appelle? Mise au jeu. Mais ça, c'est le jeune. Ceux qui ne le voient pas, là, la personne derrière Polymarket, c'est un gars qui est dans 98. C'est le plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Puis il est parti complètement à zéro. Il s'était même fait arrêter parce que les gens pensaient qu'il roulait une plateforme de banque, qui est équivalent aux banques. Fait que tu peux trader comme ce soir, hier,
au moment que j'enregistre. Donc, hier, le Chicago jouait contre Tampa Bay. Si tu mets 27 cents, si tu dis que tu mets 100 piastres que Chicago va gagner, ben, tu vas avoir fait 370 piastres. Donc, tu peux bêter là-dessus. Maintenant, tu peux bêter sur à peu près n'importe quoi. Là. On peut aller voir. On va aller voir. Donc, plus que ça, on va aller voir Polymarket. On va aller voir Polymarket. Bon, excusez, Polymarket. On va choisir Polymarket is coming home. Bon, je ne mettrai pas mon numéro de téléphone. Mais tu peux bêter sur tout, là. Sur tout. La fête de décision en octobre. Est-ce qu'elle va monter de l'intérêt ou elle va descendre? Vous pouvez miser sur tout ce que vous voulez. Donc, c'est un jeune qui est né en 1998. Juste avant la bulle de l'an 2000, quand même. Hein? Ben, bravo. Donc, on peut miser là-dessus. Je vous incite pas à les miser, bien évidemment. Là. Moi, je ne mise pas. Là. Mais il y a beaucoup d'argent à faire. S'ils font beaucoup d'argent, c'est que les gens se trompent beaucoup sur leur mise. Hein? Ne l'oubliez jamais, jamais. Avez-vous de la misère à épargner? Avez-vous de la misère à vendre des compagnies? Mais il y a un nouveau livre qui est sorti, je ne me souviens pas du titre, mais qui explique deux choses. Hein? Un peu, on le lit. Quand on arrive à la retraite, comment commencer à dépenser? Parce que vous arrivez à 65 ans, j'en ai parlé plusieurs fois, les chances qu'un de vous deux, si vous êtes un couple, se rende à 90 est très élevée. Parce qu'il faut se rendre jusqu'à 65 ans. Après ça, les chances qu'on vive plus loin, si on arrive à 100 ans, 65 ans, les chances qu'on vive jusqu'à 90 sont quand même assez élevées. Maintenant, de 25 ans qui te reste, de 65 à 90, 25 ans, où tu n'as pas de revenus qui rentrent et tu dois juste vivre sur des placements ou le régime de pension du Canada, mais admettons que vous avez eu des placements. Comment tu décides de les briser puis les utiliser? Ça va contre notre nature. Et c'est ça que la première étape, c'est qu'il faut que tu penses que tu vas vivre 25 ans. Donc, on roule ses briques. Deuxième étape, on va juste le relire, là. Notre capacité d'épargnant qu'on a faite toute notre vie, hein, il faut qu'on la dénature. Elle est imprégnée en nous, cette maturité-là. On a épargné. Puis là, de savoir que notre capital diminue, c'est comme accepter qu'on s'en va mourir. Et c'est ça qui se passe dans la tête des gens. Pourquoi ils n'économisent pas? J'en fais peut-être partie, je vais peut-être en faire partie, je ne sais pas. Mais on a comme peur que notre capital diminue. Mais par rapport à ça, moi, je me suis quand même mis un objectif. Quand j'arrive à la retraite, si j'ai un certain montant, peu importe, pas grave, le reste, c'est fait pour rouler. Que ce soit en cadeau. Je n'achèterai pas de monde et des niaiseries. Là. Des voyages. Je vais gâter un petit peu plus en voyage. Je peux me gâter, mais j'ai la mentalité d'épargnant, moi aussi. Moi aussi, toute ma vie, j'ai fait attention. Je fais encore attention. Mes compagnies n'ont pas de dette, je fais encore attention. Donc, je ne peux pas arriver et me déprogrammer à l'âge de 65 ans et dire, OK, parfait, maintenant, je dépense. Il me reste 25 ans à vivre. Il faut que je me rende là, il me reste 7 ans là avant. Eh bien, quand il faut faire vite, je vous montre, est-ce que toutes les pubs sont bonnes à faire? Vous savez que le Louvre a été cambriolé. Et la compagnie qui a vendu le camion, qui a le camion nacelle, l'affaire, c'est que le camion nacelle a été volé il y a 7 jours avant. Et ça s'appelle Bucker. Et ils ont dit, quand il faut faire vite, hein, louer un camion à Bucker, acheter un camion Bucker. C'est une compagnie allemande. Est-ce que tout se fait, c'est un peu de mauvais goût? Hein? Mais il a été volé il y a 7 jours. Les malfaiteurs ont oublié un paquet d'affaires, ça pressait qu'ils partent. Donc, ils ont volé en 3 minutes 58. Ils ont réussi à voler, rentrer, partir. Ils ont réussi à coller un camion quand même sans se faire prendre. Il faut le faire quand même. Hein? Ils ont été obligés de l'abandonner. Le but était de le mettre au feu, le camion nacelle. Ils n'ont pas eu le temps de le faire et de tout brûler. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se rendre là, mais quand même, j'ai hâte de voir c'est qui ces gens-là. Comment ils vont tout découvrir. Est-ce qu'il va y avoir une série Netflix? C'est le genre de choses que je vais écouter passionnément, même si, bien évidemment, j'endosse pas le vol, là. Mais ça m'impressionne, ces gens-là qui ont du culot, vraiment du gros culot. Hein?
Et finalement, je termine avec Demi Moore. Demi Moore qui fait un article et elle dit « C'est assez la désexualisation des femmes âgées. » Elle a 62 ans, je pense. Elle dit « C'est pas vrai parce que j'ai passé la ménopause que, un, je vais cacher mon corps et de deux, que je vais avoir une coupe d'hommes. Les cheveux courts. Les femmes ont tendance à avoir les cheveux plus courts en vieillissant. Elle dit « No way que moi je vais avoir les cheveux. Je vais garder mes cheveux longs. Je vais montrer mon corps. J'ai le droit de le faire encore. » Et je trouve ça très, très beau. Ce genre de comportement. Ben voilà. Mission accomplished. Merci encore une fois d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir. FrançoisLambert.one. Allez, bye.